tout d'un coup, là, effectivement, le nombre d'or devient l'instrument d'une domination que l'on peut carrément qualifier d'excessive, voire de tyrannique. Et là, j'accuse Périclès parce qu'il devient le modèle de certains imitateurs qui ne cessent de s'en inspirer, et encore de nos jours. Autrement dit, c'est un attentat à la liberté ou tout simplement à l'honnêteté. Des noms, s'il vous plaît. Il y en aurait tellement que l'émission entière y passerait, donc je botte en touche. Vous bottez en touche. Pourtant, vous l'avez. Quoique, vous n'êtes pas loin d'avoir la carrure d'un joueur de rugby. Ah, vous me flattez beaucoup. Il faut beaucoup d'intelligence pour être un joueur de rugby, et je n'ose pas trop me lancer là-dedans. J'ai essayé. On prend quelques bons nions, c'est très sympathique, mais qui bene ama bene castigat, soi-même d'abord. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne Phidias passé au service de ce grand projet, et j'utilise à dessein le terme grand projet puisque un chef d'État pharaonique qui nous a quittés il y a quelques années avait repris cette locution à son compte, et c'était un très grand connaisseur. On pense au personnage ce que l'on veut. Il n'en demeure pas moins vrai que l'homme qui allait régulièrement passer ses vacances en Égypte en savait long. Phidias passe au service de Praxitèle. Ce fut d'ailleurs un de ses derniers voyages. Probablement. Quelques jours avant sa mort. Oui. Je reviendrai là-dessus. Ah, avec plaisir. Phidias passe au service de ce fameux Périclès qui s'empare du trésor de la Ligue de Délos. Or, aujourd'hui, si nous parlons à nos auditeurs de Périclès et de la Ligue de Délos, ils vont nous dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce rasoir qui nous inflige le programme de 5e des lycées ?» Ceci commence à être passablement agaçant. Reprenons les choses de près, et là nous allons nous apercevoir tout d'un coup que nos profs d'histoire géo de 5e nous ont raconté des choses passionnantes, mais pas l'essentiel. Sans doute parce que les gens qui conçoivent les programmes se gardent bien de donner cette notion, puisque ces gens-là sont issus de ces sociétés de pensée néoplatoniciennes. Et vous avez compris que ce n'étaient pas particulièrement mes amis. Et cela veut dire que il y a à ce moment-là, après la guerre du Péloponnèse, une crise majeure en Grèce, puisque cette guerre du Péloponnèse a ravagé le pays et que les cités se sont trouvées opposées les unes aux autres dans un système que nos profs d'histoire géo de 5e n'ont pas manqué de nous présenter comme étant infantile et archaïque, et qu'il fallait passer à une autre forme politique destinée à effacer ce type de conflit. Bon, ces gens-là ne sont pas une contradiction près, parce que une fois qu'on s'aperçoit que les circuits deviennent plus importants, les guerres deviennent de plus en plus meurtrières, mais ceci est encore une autre paire de manches. On s'aperçoit à ce moment-là que la querelle entre Sparte et Athènes va au-delà de la simple lutte d'influence, et qu'il y a une doctrine politique, une doctrine métapolitique qui se met en place, dans laquelle le nombre d'or à sa fonction. Laissons ce nombre d'or un petit instant de côté pour donner au moins les quelques bases de l'équation avant de la résoudre. Ce sera bref. Les continentaux, je parle des gens du Sud, les sudistes, n'ayons pas peur des mots, nous sommes en pleine guerre de sécession, et ce sont les mêmes questions qui se posent, parce que ce sont toujours les mêmes solutions qui s'imposent, et elles sont brutales. Nos sudistes ont fait ce qu'ils ont pu pour s'opposer aux tentatives d'hégémonie nordiste, dissimulées comme d'habitude par des beaux discours. Par exemple, chez les Américains, c'était l'anti-esclavagisme. Sur les gens du Nord n'avaient strictement rien à fiche, puisque tout le monde sait que le président Grant avait lui-même des esclaves. Enfin bon, fermons cette parenthèse. Les sudistes pensent que la puissance de la Grèce se fait par la liberté des cités, et surtout qu'elle a une dimension continentale, puisque les ancêtres doriens achéens viennent du Nord, et qu'il s'agit de conserver cette texture sociale, militaire, ethnique et civilisationnelle, parce que le sang vient du sol, le sang doit être nourri par le sol, et les deux sont inséparables, et que la réalité politique est dans le contrôle et l'harmonie de ces deux données. Toutes ces choses étant dites fort vite, évidemment. Ça mériterait d'être très soigneusement nuancé. Au contraire, chez les nordistes,
les gens en question considèrent que c'est le contrôle des mers qui détermine la puissance politique. Autrement dit, la liberté des mers est pour eux une illusion. Ce qu'il faut, c'est étouffer la puissance continentale grâce à une politique maritime. En quelque sorte, ces gens-là créent un terme qui peut paraître un néologisme, mais je crois que ça résume bien cette situation, c'est une thalassocratie. Ce que j'appelle thalassocratie, c'est le gouvernement par la mer. Et les gens en question, je parle d'Athènes, décident de rallier autour de cette cité d'autres cités moins puissantes qui n'ont pas les moyens de construire une flotte. Et comme Athènes est la plus puissante et qu'elle possède une flotte importante mais pas suffisante pour contrôler la mer Égée, la Méditerranée et la Tyrrhénienne, ils vont pour cela rallier à eux les autres cités maritimes, et pour assurer l'entretien, la construction de nouveaux bâtiments et le financement de la flotte, des équipages, des agrès de tout ce qui est absolument nécessaire à la puissance maritime, il faut pour cela une garantie financière, d'où la création d'un trésor sacré, et ce trésor sacré est déposé dans l'île de Délos et confié à des prêtres qui sont en même temps des soldats. Ceci dure jusqu'à la tyrannie de Périclès. Et Périclès dit, Délos est trop exposé en plein centre de la mer, je vais mettre le trésor à l'abri à Athènes. Il est bien évident que les petites cités qui ont fait confiance à Athènes sont désappointées. Et elles ressentent les choses telles qu'elles sont, c'est un hold-up. Voilà, nous avons fait le tour de ces éléments-là. Ce qui signifie, en d'autres termes, que lorsque Athènes s'empare de ce trésor, elle possède là des moyens extraordinaires, et il nous reste aujourd'hui les fabuleux travaux de l'Acropole dont le Parthénon construit selon le nombre d'or. C'est là que le nombre d'or prend son importance parce qu'il devient l'une des clés, l'un des emblèmes cachés et en même temps montrés de ce pouvoir, puisqu'il devient le nombre régulateur, et ça y est, je prononce le mot magique et je reviendrai sur nombre régulateur, d'une certaine vision du monde, ce qu'un philosophe du XIXe siècle, Schopenhauer, aurait appelé une Weltanschauung, une vision du monde, la Weltanschauung étant l'autre version de ce que j'expliquais tout à l'heure en ce qui concernait le climat d'opinion. Le climat d'opinion, ce sont les matériaux de base pour se forger une opinion, mais elle ne peut véritablement se forger que lorsqu'il y a une vision du monde qui est imposée d'en haut. Donc il y a croisé entre climat d'opinion et Weltanschauung. Mais ceci, Périclès le sait déjà intuitivement, d'autant plus qu'il est entouré de gens qui sont initiés, eux, réellement, dans ces sectes néo-pythagoriciennes et qui considèrent que le monde peut être réduit en équations, en symboles, en rythme, en dessin, en schéma, en réduction dogmatique, en un mot, et que de la sorte, il faut leur donner une dimension quasiment sacerdotale, ce qui justifie la construction de l'Acropole et de ce fameux Parthénon. Et pour achever le propos, pardon d'avoir été un petit peu trop disert dans cette réponse, je m'empresse, dans le livre, Le Nombre d'or, de donner un schéma de proposition concernant le péristyle de l'Acropole pour démontrer que tout est contenu dedans, dans le nombre d'or, dans ses vibrations, dans ses applications musicales, dans ses applications biologiques, dans toutes sortes d'utilisations de ce nombre qui sont ainsi contenues dans la leçon architecturale que nous donne le Parthénon. Avec le recul, Philippe Lamarck, eut-il réellement le siècle Périclès comme on nous l'a appris? Question extrêmement difficile. Il se trouve que le siècle Périclès a été ce qu'il est et qu'ensuite il est devenu le modèle. Un siècle? Non, c'est évident, il a duré un demi-siècle et c'est déjà bien assez. Il a toutefois servi de modèle à l'instruction des jeunes générations pendant 25 siècles et il s'est surajouté comme exemple de réel politique, de cynisme, à ce que l'on peut appeler
le mythe fondateur qui a été enseigné aux jeunes, celui-là depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce et qui a été enseigné dans les lycées depuis Napoléon et qui est l'Iliade. L'Iliade qui commence par je chante la colère d'Achille, fils d'Hébé, ce qui est quand même extraordinaire parce que comment peut-on chanter une colère? Cela prouve que la colère peut être chantée et que l'on peut exacerber des sentiments humains trop humains pour en faire une sorte de prière. Ceci fait partie des extraordinaires contradictions de notre civilisation et cela fait 25 siècles que nous tentons de les surmonter. Je me suis toujours posé la question si Homère avait réellement écrit et l'Iliade et l'Odyssée. Là aussi, nous nous éloignons du nombre d'or, mais je n'éluderai pas la question. Bon, évidemment, les philologues s'interrogent pour savoir si c'est réellement le même auteur qui a fait les deux bouquins. Est-ce vraiment une question si pertinente que cela, nonobstant le respect et même l'affection que je vous porte désormais, et la confiance s'étant établie entre nous, nos éditeurs en sont témoins. Considérons simplement que le rythme de chacun des chants n'est pas le même. Semblerait indiquer une composition différente. Mais il en est de la poésie sacrée comme il en est des lois. Cela veut dire que, en termes de jurisconsulte, l'intention du législateur peut parfois s'exprimer de manière différente lorsque la loi touche tel ou tel domaine de la société, et l'on est parfois surpris de s'apercevoir que dans le code civil, le code Napoléon, et là encore je ne suis pas suspect de sympathie à l'égard de ce monument de droit positif qui nous a conduit aux catastrophes dans lesquelles nous baignons aujourd'hui, nous pouvons nous apercevoir que les différents rédacteurs de ce code Napoléon avaient des sensibilités très opposées. Ça ne les a pas empêchés de construire quelque chose de très homogène, mais en même temps avec des variations dans les autres codifications, et également pour s'apercevoir que le même codificateur, lorsque l'on s'aperçoit que c'est la même plume qu'il a rédigée, peut avoir des expressions différentes. Frédéric Chopin n'a-t-il pas lui-même écrit aussi bien des valses que des nocturnes qui n'ont ni le même rythme ni la même teneur? Et nos éditeurs, bien vu, qui bien vu, jouent du piano bien mieux que moi, puisque je ne suis qu'un brutalisateur de clavier, oui, ont pu s'en rendre compte. Non, mais simplement, pour avoir fait quelques études hellènes, comme nous disons, il m'a semblé que dans la syntaxe, dans la phraséologie, il y avait de grandes différences entre l'Iliade et l'Odyssée. Ce qui m'a mis, il y a longtemps, la puce à l'oreille, si j'ose dire. C'est d'autant plus vrai que le choix des rythmes des voyelles longues et des voyelles brèves semble indiquer un poète de sensibilité très très différente. Ce que j'appelle voyelles longues et voyelles brèves, peut-être cela nécessiterait quelques explications, je vous en prie, oui, quelques éclaircissements pour nos auditeurs, puisque c'est un lien direct avec le nombre d'or. Oui. Nous savons tous, parce que nous avons appris des fables de La Fontaine par cœur, qu'il existe des vers avec des pieds, que c'est la longueur des pieds qui donne le nom du vers, avec des choses oscillant entre l'octosyllabe et l'alexandrin. Souvenez-vous, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Pure merveille. Et nos alexandrins sont coupés en plein milieu par une césure et ensuite font joujou avec des rimes que l'on appelle alterner, embrasser. Enfin bon, c'est très sympathique tout ça. Il y a juste une chose dont la métrique française ne tient absolument pas compte. Ce sont les voyelles longues et les voyelles brèves. Pour donner un aperçu à nos jeunes auditeurs, parce que les seniors, eux, le savent encore. Ils ont parfois entendu, eux, des comédiens qui avaient été formés à la Comédie Française dans les années 1950-1960, avec des grandes vedettes qui étaient ensuite passées au cinéma, la Tulipe Noire et compagnie du Gérard Philippe, où on se demande s'il était fâché avec la caméra ou avec la scène de planche. Bon, laissons tout cela de côté. Ne dites pas de mal de Gérard Philippe, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
Il aurait mieux fait de se faire doubler pour les cascades. Vous êtes vraiment dur. Bon, c'est promis, je me calme. D'accord. Non mais ça c'est parce que vous m'avez taquiné avec une question hors sujet et que je fais tous mes efforts pour la ramener vers le sujet. À mon tour de vous taquiner. La Fontaine parle bien des goujons dans le Héron. Absolument. D'où l'expression taquiner le goujon. Délicieux. Ainsi, nos auditeurs ont entendu déclamer des gens instruits à la Comédie Française où ils s'aperçoivent que même si le français ne connaît pas d'accent tonique, contrairement à l'anglais ou à l'allemand, et que le français doit être dit d'une seule lancée, même si le début de la phrase se veut plus modulé et qu'il faut baisser le ton vers le point final en ayant une sorte de pic d'élocution vers le milieu de la phrase, ce sera toujours pour éviter de scander les mots en introduisant les accents toniques. Ce n'est que depuis peu, enfin depuis une paire de décennies, que quelques faquins et autres prétentieux veulent appuyer leurs propos en appuyant le propos, ce qui le rend parfaitement inaudible. Enfin, c'est extrêmement pénible. Un exemple, Philippe Lamarck. C'est ce que je viens de prononcer. Enfin, c'est abominable. D'accord. Mais vous savez, les profs de latin grec contemporain ne font pas mieux les malheureux pour dégoûter les gens. Tenez, prenons un autre exemple. Nous allons le chercher cette fois-ci dans le film Les Visiteurs. Nous avons tous vu ce film, c'est délectable. Souvenez-vous, au moment où Jacouille la Fripouille et Montmirail sont dans le pavillon de banlieue du dentiste qui a épousé la petite filiote, et que tout d'un coup ils se mettent à réciter leur prière. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Bon, je pourrais continuer évidemment, arrêtons-nous là, mais comment le prononcerait un de ces prétentieux qui a été formé par l'université aujourd'hui avec la prononciation restituta? Eh bien, il le dirait par exemple Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum adveniat nomen tuum. Enfin bon, c'est inaudible, ça fait extrêmement mal aux oreilles, et nous allons arrêter là la torture de nos auditeurs. Pour revenir plus précisément à notre sujet qui sont ces vibrations euphoniques doivent faire plaisir à l'oreille pour ouvrir des sites de contemplation, le terme que vous avez employé tout à l'heure étant hindou, celui des chakras. Autrement dit, grâce à ces vibrations subtiles qui vont rentrer dans l'oreille, elles vont elles-mêmes ouvrir ces centres à l'intérieur de nous, modifier le rythme cardiaque, par là même modifier la température, même de façon infime, et grâce à cela permettre une meilleure compréhension de la chose. N'oublions pas qu'autrefois les alcools étaient appelés des spiritueux sous prétexte que tout d'un coup on ne se sentait plus très bien dans son assiette et qu'on pouvait raconter n'importe quoi. Eh bien là, à l'inverse, je dirais que c'est l'autre côté du miroir, puisque grâce à cette poésie, il est possible d'ouvrir des domaines de compréhension qui auraient échappé à un simple discours tel que nous l'avons en ce moment sous forme de conversation. En quelque sorte, la langue française, malgré toutes ses qualités, n'a pas su intégrer ses voyelles longues et ses voyelles brèves, mais comme elle a, malgré tout, chez ces gens instruits, d'autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, une connaissance de ce latin et de ce grec avec ses voyelles longues et ses voyelles brèves, elles ont été spontanément introduites dans la prononciation du français, et c'est ce que nous trouvons dans cette diction des comédiens anciens, y compris ce Gérard Philipe que je plaisantais tout à l'heure, ce qui n'empêche que c'est un remarquable comédien. J'eusse aimé retrouver cette fable de La Fontaine que nous avons un tout petit peu égratignée, le Héron, dit par Paul Guth, que j'ai reçu dans les années 92-93. Je retrouverai, moment inoubliable, Paul Guth qui régulièrement allait à Saint-Germain-en-Laye pour déclamer La Fontaine. Et Dieu sait que Saint-Germain-en-Laye